La consommation des énergies fossiles s'est accélérée dans le monde. Certains annoncent pour bientôt le baril à 200 $, voire la fin du pétrole. Le développement des pays émergents a fait rebondir la production de charbon. Pour ne rien arranger, la catastrophe de Fukushima a remis en cause beaucoup de projets dans le nucléaire. Alors, peut-on faire repartir la croissance comme avant? Pour notre invité de Xerfi Canal, plus vite la croissance repartira, plus vite nous serons confrontés à un nouveau choc pétrolier. Et dans le même temps, il faudra faire face aux défis climatiques. Alors, la solution miracle est-elle vraiment dans les énergies renouvelables? Ce n'est pas du tout l'opinion de Jean-Marc Jancovici. Il propose une modification profonde de notre conception de la croissance et de l'utilisation de l'énergie. Selon lui, il faut se tourner au plus vite vers une économie décarbonée. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Jancovici, vous êtes ingénieur, polytechnicien, télécom, vous êtes consultant, spécialiste du bilan carbone, vous êtes enseignant, on ne va pas tout détailler, mais vous avez fondé en 2007 avec Alain Grandjean, qui est un peu votre complice, le cabinet Carbone 4, et en 2007, vous avez collaboré au pacte écologique de la fondation Nicolas Hulot. Alors, vous parlez d'économie décarbonée. C'est quoi l'économie décarbonée? Alors, le carbone, on l'utilise souvent cette expression pour faire référence à deux sujets. D'une part, le fait que l'essentiel de l'énergie qu'on utilise contient du carbone. 80% de l'énergie utilisée par l'humanité, c'est des combustibles fossiles, des restes de vie ancienne. Et donc, dans des restes de vie ancienne, il y a du carbone. Et on utilise également ce terme pour faire référence aux émissions de CO2 qui font logiquement suite à l'utilisation des énergies carbonées. Donc, CO2, gaz carbonique. Gaz carbonique. Voilà, même dioxyde de carbone, maintenant, apprend-on aux élèves. Dès qu'on va utiliser des combustibles fossiles, donc avec du carbone dedans, l'oxydation de ce carbone produit du CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone, qui est un gaz qui va aller perturber les échanges d'énergie entre le Soleil et la surface de la planète en provoquant ce qu'on appelle le changement climatique. Donc quand on parle de carbone, on fait référence à la fois au fait qu'on utilise pour l'essentiel de l'approvisionnement énergétique de l'humanité une énergie de stock, donc des combustibles un fossiles. Stock qui a été créé au fil des millénaires, c'est ça? Qui a plutôt été créé au fil des centaines de millions d'années, c'est-à-dire qu'en gros, il faut quelques centaines de millions d'années ou quelques dizaines de millions d'années pour faire du gaz et du pétrole, et il a fallu quelques centaines de millions d'années pour faire du charbon. Ouais, et c'est dans ce stock qu'on puise sans arrêt. C'est dans ce stock qui ne se renouvelle pas à la vitesse à laquelle on puise dedans et qui ne se renouvellera pas du tout à l'échelle des temps historiques qu'on puise pour alimenter l'économie mondiale. Et en face, donc, à l'aval, on a un problème croissant de changement climatique avec quelque chose qui est très important à garder en mémoire, qui est qu'il y a un décalage qui va de quelques décennies à quelques millénaires entre le moment où on met des gaz à effet de serre supplémentaires dans l'atmosphère et le moment où on en voit les pleines conséquences. Alors ça, on va y revenir. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'approche qui est très économique de votre livre, c'est que vous considérez qu'il y a un point de départ, une hypothèse, qui est que la meilleure unité de compte économique, c'est finalement l'énergie. Et donc, ce stock fini actuellement. Alors, cette réflexion est venue du jour où j'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur qui m'a surpris moi-même, qui était de comparer combien est-ce qu'un être humain est capable de produire d'énergie avec ses muscles, en faisant travailler ses bras et ses jambes, et combien d'énergie on consommait par ailleurs au travers de toutes les énergies extracorporelles auxquelles on a maintenant accès, qu'il s'agisse du gaz, du pétrole, du charbon ou de l'électricité hydraulique ou nucléaire. Et ce calcul m'a stupéfait, puisqu'en gros, on est dans un rapport de 1 à quelques centaines. Si je prends quelqu'un qui fait 3000 mètres de dénivelé dans la journée, il va restituer 0,5 kWh d'énergie mécanique. Donc si je prends des paires de jambes pour faire tourner les usines, en gros... Donc c'est pas efficace. C'est pas que c'est pas efficace, c'est que c'est très peu d'énergie. 0,5 kWh, c'est une ampoule de 100 watts pendant 5 heures. Enfin, c'est rien. Et si je prends des êtres humains pour fournir des kilowattheures mécaniques, je vais payer mon kilowattheure mécanique quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros. En face de ça, mon énergie fossile va me donner des kilowattheures mécaniques à quelques dizaines de centimes. D'ailleurs, vous avez une hypothèse pour illustrer un petit peu ça dans votre livre, c'est que finalement la fin de l'esclavage s'explique non peut-être pas pour des raisons humaines, mais pour des raisons économiques. C'était pas rentable énergétiquement. En tout cas, c'est au moins une raison qui a concouru, parce qu'un esclave, même si vous ne le payez pas, il faut quand même le nourrir et le loger, parce que sinon il meurt, donc vous perdez votre actif. Et le nourrir et le loger, ça vous revient à quelques dizaines d'euros par kilowattheure. C'est-à-dire que le simple fait de le nourrir et de le loger, vous payez votre kilowattheure 10, 15, 20 euros. En face de ça, encore une fois, le kilowattheure issu d'un moteur fonctionnant à l'énergie fossile, quelques dizaines de centimes. Donc ça n'a aucun sens économique.
de conserver du travail humain si vous pouvez le remplacer par une machine. Et ça explique à ce moment tout ce qu'on a connu depuis 2 siècles, c'est-à-dire la mécanisation du travail répétitif, la mécanisation de l'agriculture, la mécanisation des transports, enfin partout où on a pu remplacer de la traction humaine ou animale par des moteurs... Qui est de l'énergie renouvelable. Qui est de l'énergie parfaitement renouvelable, par des moteurs utilisant de l'énergie parfaitement pas renouvelable, eh bien on l'a fait et c'était le sens économique même. Donc la mondialisation, c'est du bon sens économique, la spécialisation des territoires, c'est du bon sens économique. Donc toute production peut se ramener à l'utilisation de l'énergie et se traduire en consommation d'énergie. Il en faut, parce que quelque chose qu'on oublie souvent quand on fait de l'économie, c'est qu'il y a aussi un petit truc qui compte un peu dans le monde qui s'appelle la physique. Et la physique vous dit une chose, c'est que l'énergie, c'est par définition l'unité de compte de la transformation. Hein. L'énergie, c'est quelque chose qui se manifeste quand vous changez l'état d'un système. Donc dès que vous changez la manière dont le monde se décrit autour de nous, on a besoin d'énergie. Où vous en engendrez, mais il y a de l'énergie qui rentre en compte dans l'affaire. Donc quand vous changez une vitesse, typiquement un objet qui se met à se déplacer, les transports, vous avez besoin d'énergie. Vous changez une température, vous avez besoin d'énergie. Vous changez une forme, vous avez besoin d'énergie. Vous changez une composition de matière, vous avez besoin d'énergie. Donc l'énergie, c'est par définition la transformation du monde. Or l'activité économique, c'est aussi la transformation du monde. Toute activité économique, elle ne fait de la valeur ajoutée que parce que ce qui sort est différent de ce qui rentre. Oui, mais alors... on le conçoit bien pour les biens matériels, les biens physiques, ceux qu'on peut toucher, mais on pourrait penser que dans le monde immatériel, on n'a pas besoin d'énergie. Et dans l'économie Internet de l'avenir, finalement, où est l'énergie? Alors, ce qu'on appelle immatériel, en fait, c'est juste une subtilité de nomenclature. Ce n'est pas une description physique des flux. Je vais prendre un exemple qui est Internet, soi-disant immatériel. C'est très difficile d'avoir Internet si vous n'avez pas un ordinateur. Un ordinateur égale 1 tonne de CO2 égale 300 kg de combustible fossile. Pour le fabriquer, pas pour s'en servir. Quand j'appuie sur le bouton, j'ai déjà consommé de l'énergie. Donc votre ordinateur sort d'un magasin que je ne nommerai pas, et à ce moment, vous avez... Qui est donc un bâtiment où il y a de l'énergie. Oui, mais c'est surtout, on l'a fabriqué. On l'a fabriqué. Eh bien, pour fabriquer cet ordinateur, pas pour le transporter, pour le fabriquer, vous avez besoin d'industrie chimique, d'industrie des semi-conducteurs, d'industrie extractive, donc quelque part ailleurs dans le monde, des grandes tractopelles et des grands dumpers qui ont trituré des tas de quantités de matériaux, etc. Et le résultat, c'est que quand votre ordinateur sort de la chaîne de montage, de la dernière étape du processus de fabrication, vous avez eu besoin pour en arriver là de quelques centaines de kilos de combustible fossile et vous avez émis 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. Donc quand je fais un clic sur mon ordinateur pour faire une recherche sur mon moteur de recherche préféré, je pourrais faire un bilan énergétique de mon clic. Alors votre ordinateur personnel, il va vivre 5 à 10 000 heures. Admettons qu'il vive 10 000 heures. Vous avez 10 000 heures de fonctionnement pour 1000 kg de CO2 de fabrication. Donc vous voyez, 1 heure de fonctionnement, c'est 100 grammes de CO2. Mais cette chaîne énergétique, elle est répartie dans le monde entier aujourd'hui avec la mondialisation de la production. Absolument. On ne peut pas faire de bilan énergétique par pays, ça n'a pas de signification. Si vous pouvez le faire, mais à ce moment, on se limite aux activités productives du pays en question. Donc, dans le cadre des négociations climat, par exemple, les inventaires d'émissions qui sont faits, qui servent de base aux négociations, concernent les émissions qui ont lieu dans le pays considéré, et c'est différent des émissions qui sont nécessaires pour servir la consommation finale du pays considéré. Mais quand on veut analyser la consommation, il faut faire le bilan énergétique global au niveau mondial. Absolument, mais ça se fait. C'est même mon métier de faire ce genre de choses. On arrive à tracer... Oui, absolument. On arrive à avoir des calculs d'ordre de grandeur qui sont en général largement suffisants pour bâtir des conclusions, enfin, pour avoir des conclusions qui permettent d'orienter l'avenir. C'est largement suffisant en général. Alors, dans cette logique d'analyse économique par l'énergie, vous mettez en avant quelque chose qui étonnerait beaucoup d'économistes, en tout cas, ce n'est pas dans les manuels de microéconomie, c'est que toute évolution du pouvoir d'achat, finalement, c'est lié à une évolution du prix de l'énergie. Alors ça, c'est assez logique avec la manière dont on a construit l'économie. Vous vous rappelez que la fonction de production, c'est une fonction du capital et du travail. Je ne sais pas si je me rappelle. Cette vision de l'économie, elle date d'il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, les flux de prélèvement de l'humanité sur son environnement étaient inférieurs d'un facteur 100 à 500 à ce qu'on observe aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'au premier ordre, ce qui était important, c'était de compter la valeur de ce qu'on créait. Quand on prenait des ressources naturelles pour les transformer en autre chose, la valeur ajoutée de ce qu'on obtenait à l'arrivée était incommensurable par rapport à la dépréciation du stock de ressources naturelles qu'on avait occasionné. Le fait d'avoir un couteau par rapport à pas de couteau, c'est un supplément de valeur formidable et ce n'est pas le minerai de fer que vous avez consommé pour faire le couteau qui est vraiment important. Donc au moment où on a construit l'économie classique,
on a considéré que ce qui était vraiment important, c'était de compter en plus ce qu'on créait et que de compter en moins ce qu'on consommait dans la nature, ça n'avait pas d'importance et c'était une très bonne approximation au premier ordre. Sauf que... Parce que par rapport au stock, ça ne représentait pas grand-chose. C'était infinitésimal. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, la dépréciation du stock, elle a augmenté d'un facteur 500. Et donc le stock prend de la valeur en quelque sorte. Oui, c'est surtout qu'on continue à ne pas passer les dotations aux amortissements et les provisions pour risque liées au fait qu'on consomme des ressources naturelles. Donc on continue à dire les seuls facteurs limitants de la production, puisque c'est les seuls trucs qu'on compte, c'est le capital et le travail. Manque de chance, le premier facteur limitant aujourd'hui de la production, c'est les ressources naturelles. C'est pour ça qu'on ne voit pas venir les crises économiques. Tout le monde a les yeux rivés sur les deux seuls indicateurs qu'on surveille, le travail et le capital. En ce moment, le travail est surabondant, il y a du chômage partout. Le capital est surabondant, il y a des bulles spéculatives partout. Et pourtant, on a des crises économiques. Et ces crises économiques, je considère qu'elles sont justement dues à un défaut de ressources à transformer et d'énergie pour les transformer. Et en fait, c'est surtout le deuxième élément qui compte actuellement. Mais comme c'est un truc qu'on ne regarde pas parce qu'on ne l'intègre pas dans la théorisation globale de l'économie, du coup, on ne voit pas venir les crises. Donc il y a une corrélation assez étroite entre l'évolution du pouvoir d'achat et les fluctuations du prix de l'énergie. Absolument. Mais il y a des fluctuations, il y a des tendances à long terme. Plus vous avez d'énergie disponible par personne, c'est quoi le vrai prix des choses? Le vrai prix des choses, c'est le temps que vous devez travailler pour vous les payer. Parce que la seule chose qui n'a pas varié en 2 siècles, c'est 24 heures par jour. Donc si je regarde les prix en monnaie courante, j'en sors rien comme conclusion. Si je regarde les prix en monnaie constante, même ça, j'en sors rien comme conclusion. Il faut que je regarde les prix ramenés à ce que vous gagnez. Or, si la durée de travail reste constante, ce qui n'est pas vrai, mais ce qui en première approximation, on peut considérer que c'est à peu près vrai, eh bien, ce que ça coûte ramené à ce que vous gagnez, ça n'est pas très loin de représenter le temps que vous avez dû travailler pour vous payer quelque chose. Et en fait, vous savez qu'il y a des économistes célèbres qui ont dit que la vraie unité de compte de la valeur des choses, c'est le temps que vous devez travailler pour vous les payer. À partir du moment où on raisonne en temps de travail, plus vous avez d'énergie à votre disposition, plus vous êtes productif par heure travaillée. Puisque cette énergie, ça vous permet d'influer sur des tas de flux physiques qui sont à votre disposition, qui vont vous permettre d'augmenter la quantité de verre, la quantité de micros, la quantité de vestes. Quand Karl Marx parlait de la force de travail, il aurait dû rajouter la force humaine et l'énergie contenue dans Puisque si nos muscles, c'est 0,5 kWh par jour, mais que l'énergie extracorporelle qui est à notre disposition, c'est 500 fois ça, c'est évident que le premier facteur de transformation du monde devient l'énergie, et donc le premier facteur de production devient l'énergie. Et on n'est pas ici pour se montrer des belles courbes, mais si on regarde comment, depuis 50 ans, évolue le PIB mondial et la consommation mondiale d'énergie, c'est les deux seuls facteurs qui sont parfaitement corrélés. Vous n'avez pas de corrélation parfaite du PIB mondial au nombre d'actifs dans le monde, ni au capital disponible dans le monde. Par contre, l'énergie disponible, oui. Alors, les énergies qu'on utilise aujourd'hui, le gaz, le charbon, le pétrole, vous l'avez expliqué, pendant des millions d'années, la Terre les a stockées. On ne va pas rentrer dans les explications techniques. Ça ne va pas se renouveler du jour au lendemain. On puise dedans et on en a de moins en moins. Donc, il va falloir passer à d'autres types d'énergie, des énergies de type renouvelable, sauf que leur coût ne va pas être le même. Leur coût et leur prix. Alors oui, revenons à la définition du système économique. Qu'est-ce qu'un prix? Un prix, ça n'est rien d'autre que la fiche de paye des hommes qui ont pris des ressources gratuites et qui les ont transformées en autre chose. Voilà, le stock était gratuit. Le stock est gratuit. Et quand on dit les énergies renouvelables utilisent du vent qui est gratuit, il faut rappeler que le pétrole est parfaitement gratuit. Ni vous, ni moi n'avons payé le moindre centime pour que se forme du pétrole sur Terre. Tant qu'il n'y avait pas de phénomène de rareté, c'était gratuit. Le phénomène de rareté est dû aux hommes. Donc la formation de la ressource elle-même, elle est gratuite. La formation du vent est gratuite, la formation du système climatique est gratuite, et la formation du charbon est gratuite. Ce qui est payant, confère Bastia, c'est le temps des hommes pour aller chercher quelque chose que la nature a mis gratuitement à notre disposition. Alors, dans les énergies fossiles ont pris le pas sur les énergies renouvelables, historiquement. Historiquement, les premières énergies utilisées par les hommes étaient renouvelables. Donc on va revenir aux énergies renouvelables après on est de la traction animale, le vent, la force de l'eau, etc. Les esclaves. Voilà, les esclaves. Tout ça, c'était parfaitement renouvelable. Et les énergies fossiles ont pris le pas parce qu'il faut moins de travail humain pour extraire 1 kWh de l'environnement avec les énergies fossiles qui sont des énergies concentrées. Il n'y a rien de plus merveilleux que le pétrole en termes purement physiques. C'est liquide, ça se transforme facilement, c'est très dense énergétiquement, ça peut s'utiliser pour faire de la chaleur, du mouvement, etc. C'est le truc. Et ce n'est pas un hasard que le pétrole domine de la tête et des épaules aujourd'hui le système énergétique mondial. C'est plus de 40% de l'énergie finale consommée par les hommes. Donc l'énergie fossile a permis d'obtenir un service qui est la transformation du monde pour un coût de travail humain bien inférieur à ce que permettaient les renouvelables. Alors, les renouvelables, il y en a beaucoup, mais c'est très diffus.
Donc le coût de concentration de des énergies renouvelables, en général, sauf pour le bois et l'hydroélectricité, qui sont les deux énergies renouvelables qui comptent vraiment aujourd'hui, eh bien, le coût en travail humain pour concentrer cette énergie est beaucoup plus important que pour aller chercher du pétrole sous terre, ou, pardonnez-moi cette expression, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser. Et donc, quand on va passer aux énergies renouvelables, il sera impossible économiquement de maintenir un flux identique en volume et en prix. Ça va nécessairement coûter plus cher pour un flux qui sera probablement inférieur. Alors, on va y revenir par la suite, et puis on verra peut-être s'il faut rétablir l'esclavage. Alors, une de vos préoccupations, c'est le problème du risque climatique. Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique sur le risque climatique, mais il y a quelque chose d'étonnant dans votre livre, c'est que vous dites finalement, le problème, c'est pas le gaz ou le pétrole, et ça, j'aimerais que vous nous expliquiez ça, mais c'est plutôt le charbon. Quand vous regardez quelle est la quantité de carbone qui est encore disponible sous terre et qu'on pourrait mettre dans l'atmosphère, vous vous rendez compte que le gros stock résiduel, c'est le charbon. Par ailleurs, le pétrole, on est arrivé aujourd'hui au maximum de la production mondiale. La production mondiale de pétrole est à peu près stable depuis 2005, donc ça fait 6 ans. Et elle va rester stable un certain temps. Elle va rester stable un certain temps avant de décroître de manière inexorable. Et ça, c'est des mathématiques. Quand vous avez un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, ce qui est le cas du pétrole, les maths nous enseignent que la consommation de ce stock est obligé de partir de zéro, de passer par un maximum et de finir à zéro, c'est en tendance, hein. C'est juste des maths. Et donc, le maximum en ce qui concerne le pétrole, on y est, ce qui veut dire que la cause climatique n'a plus beaucoup d'importance pour faire des efforts sur le pétrole. Quelque part, ils vont être imposés. Il suffit de laisser faire. Oui, alors c'est un peu plus subtil que ça, parce que si vous laissez vraiment faire, le pétrole devient rare, du coup les pétroliers s'en mettent plein les poches, du coup ils ont énormément de moyens d'investissement pour aller chercher quand même un peu plus de pétrole, ce qui met un peu plus de carbone dans l'atmosphère. Donc il y a quand même une petite subtilité dans cette affaire, mais globalement... Alors, plus le prix du pétrole augmente, plus ils vont aller chercher... des trucs compliqués, chers, etc. Aller extraire des bitumes du Canada, voilà, donc commencer à transformer une partie du charbon en pétrole. Enfin, il y a des choses qui vont arriver de cette nature, mais ça va jouer à la marge. Globalement, c'est la géologie qui aujourd'hui devient le premier facteur limitant, et donc le pétrole va faire ça. Et en France, ça va faire ça encore plus vite. Vous avez le même raisonnement sur le gaz? Oui, absolument. Le gaz, il va y avoir un maximum et un déclin. Alors le maximum, on y arrivera dans une dizaine d'années. Le gaz est une énergie régionale, parce que transporter du gaz, comme vous le savez, le gaz est gazeux. Et donc transporter du gaz, c'est beaucoup plus compliqué et donc beaucoup plus cher que de transporter du pétrole qui est liquide. Du coup, le gaz, il va y avoir des évolutions régionales qui vont être assez différenciées. Manque de chance, en Europe, on est sur une plaque où l'évolution régionale du gaz va pas tarder à être pas très sympathique, puisque la mer du Nord, qui fournit 60% du gaz européen, au sens large, en incluant la Norvège, a passé son pic de production, donc a commencé à décliner. Et le gaz russe, on va être en compétition avec les Chinois. Pour ceux qui suivent l'actualité, en ce moment, les Chinois et les Russes sont en train de discuter de la manière dont ils vont dont la Russie va servir la Chine. Ce qui veut dire que le gaz russe qu'on pourrait récupérer en Europe, vraisemblablement, ne va pas augmenter. Mais il paraît qu'on a du gaz de schiste. Oui, mais ça va permettre des approvisionnements supplémentaires marginaux, parce que là aussi, c'est capitalistique, c'est compliqué, donc il y a des forces de frottement partout dans le système. L'Europe, ce n'est pas les États-Unis, où aux États-Unis, le propriétaire du sol peut exploiter le sous-sol sans rien demander à personne. En Europe, le sous-sol appartient à l'État, exactement. L'exploitation du sous-sol appartient à l'État dans tous les pays d'Europe, donc le système est plus compliqué, donc il y a plus de forces de frottement. Alors, Jean-Marc Jancovici, je voudrais qu'on ait le temps de parler un petit peu... Il reste du charbon. Voilà, il y a le charbon. Il reste du charbon. Alors, le charbon, il y en a plein. Manque de chance. Et puis il y en a plein dans les pays émergents. Alors, il y en a surtout plein dans les pays riches. Les premiers détenteurs de charbon au monde sont les Américains. Les deuxièmes détenteurs de charbon au monde sont les Russes. L'Inde et la Chine et l'Australie n'arrivent que derrière. Alors l'Australie peut aussi être considérée comme un pays riche. Les Chinois aussi, non? Oui, l'Inde, la Chine, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Kazakhstan et l'Ukraine. Voilà. Une fois que vous avez ces 8 pays-là, vous avez 90% du charbon mondial. Donc le charbon n'est pas si bien réparti que ça dans le monde. Et par contre, c'est une énergie très peu mobile. 90% du charbon... Il faut la consommer à proximité. Oui, c'est solide. Le gaz est gazeux, le charbon est solide, donc il se transporte mal. Et le seul véritable commerce international du charbon, c'est quand vous avez une mine qui est près d'un port, via une ligne de chemin de fer, et que vous allez servir des installations qui sont près d'un port, via une ligne de chemin de fer. Donc le charbon, c'est la pire des énergies? Alors, au point de vue climatique, oui. Par ailleurs, dans les énergies fossiles, c'est celle qui est le moins commode d'emploi, puisqu'on peut essentiellement en faire de l'électricité. C'est à ça que servent les 2/3 du charbon dans le monde. C'est beaucoup plus difficile d'en faire des carburants liquides pour le transport ou d'en faire une énergie de chauffage, parce que ça s'utilise plus mal commodément. Mais il y a des techniques qui pourraient permettre de... Oui, mais c'est très capitalistique, donc on va retomber sur des problèmes d'économie. Aujourd'hui, on va faire des économies d'un côté, mais il faut investir en système à côté. Un exemple parmi d'autres. Si vous voulez faire des carburants à partir de charbon,
Ça marche très bien. La preuve, Hitler a fait avancer ses chars et ses avions avec ça. Hein. L'Allemagne n'a pas de pétrole. Pourtant, l'Allemagne nazie a fait avancer son armée avec des carburants liquides. Et ces carburants liquides venaient des mines de charbon allemandes via un procédé qui s'appelle Fischer-Tropsch, qui est connu depuis près d'un siècle et qui permet de transformer le charbon en carburant liquide. Sauf que ce procédé coûte cher. Aujourd'hui, pour investir dans une usine qui fait ce genre de choses, il faut à peu près mettre 10 fois plus d'argent sur la table que pour investir dans une raffinerie. Donc c'est cher et vous perdez la moitié de l'énergie initiale au passage. Donc les Américains vont peut-être faire ça pour avoir un peu de carburant liquide chez eux, en mettant plein de CO2 dans l'atmosphère. Les Russes vont peut-être faire ça pour avoir un peu de carburant, etc. Les Chinois, pareil. Nous, on n'a pas de charbon. Donc en Europe, on est sous une double contrainte forte, qui est que notre approvisionnement énergétique va baisser. Et en plus, si on s'y prend mal, le changement climatique introduit par le charbon consommé chez les autres va nous fiche le pastis dans la perturbation. Alors, est-ce que notre porte de secours, puisqu'on n'a pas de charbon, on n'a pas de pétrole et on a peu de gaz, est-ce que nos portes de secours, ce sont ces fameuses énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque? Est-ce que c'est la solution miracle? Alors, les deux principales énergies renouvelables aujourd'hui dans le monde, c'est le bois et l'hydroélectricité. Le bois fait à peu près 10% de l'énergie mondiale, l'hydroélectricité à peu près 5%. Derrière, on tombe tout de suite sous le pourcent. Enfin, des barrages, on ne peut plus en construire tellement en France. En France, non. Il y a beaucoup de pays dans le monde où on peut encore en faire, mais c'est une énergie renouvelable qui n'est peut-être pas si sympathique que ça, parce que pour dire une chose très provocante, Fukushima, qui soit dit en passant n'est pas un accident nucléaire, mais était une catastrophe naturelle appliquée à une installation nucléaire, a conduit au déplacement de 80 000 personnes. Le barrage des Trois Gorges, qui utilise une énergie parfaitement renouvelable, qui s'appelle l'hydroélectricité, en a déplacé plus d'1 million. Donc dire renouvelable égale tout beau, tout rose, égale pas de problème. L'énergie, c'est toujours une affaire d'ordre de grandeur. Hein. Donc, pour en venir à la question des énergies renouvelables, mon sentiment, c'est que face à cette contrainte carbone, donc à la fois changement climatique et approvisionnement énergétique, 80% du problème passera par des économies. Et 20% du problème passera... Ce ne sera pas l'éolien et le photovoltaïque qui vont Non, ça passera par des bâtiments plus performants, des transports plus... Voilà, une organisation productive de la société qui va se modifier, une déspécialisation de certains territoires, un changement d'un certain nombre de métiers, etc. Donc ça va être... Alors, attendez, avant de venir à ces thèmes-là, je sais que c'est votre dada, mais je ne peux pas esquiver la question... Qu'est-ce qui se passe sur le nucléaire après Fukushima? Parce que vous êtes un défenseur du nucléaire. Oui, alors, pour finir, donc je pense que sur la partie consommation, c'est là qu'il va y avoir le gros du boulot. Et sur la partie offre, je reste persuadé qu'il y a une place pour le nucléaire, une place pour les renouvelables, mais en étant sainement opportuniste, et j'insiste sur le sainement opportuniste, c'est-à-dire toutes les renouvelables ne se valent pas. L'hydroélectricité, c'est beaucoup plus dense que l'éolien. La biomasse, c'est beaucoup plus facilement stockable que l'électricité photovoltaïque, etc. Donc tout ne se vaut pas. Mais il y a une partie sur le nucléaire et une partie sur le renouvelable. J'ai envie de penser que les renouvelables concentrés, c'est-à-dire hydroélectricité, solaire à concentration et le nucléaire, c'est plutôt pour l'électricité. La biomasse, c'est plutôt pour la chaleur et les carburants liquides. Le nucléaire, je pense que Fukushima ne le discrédite pas. Il faut quand même savoir que le grand concurrent du nucléaire, qui est le charbon, a causé, cause et causera considérablement plus de drames humains que le nucléaire. Considérablement plus. Le charbon fait entre 5 et 10 000 morts par an dans les mines, rien que pour les accidents. Et là-dedans, je ne compte pas la silicose, je ne compte pas la pollution urbaine, enfin rien, juste les accidents. Et d'un point de vue économique, si on compare du charbon qui se recycle et le traitement des déchets nucléaires, économiquement, le charbon a une externalité majeure qui s'appelle le CO2 dans l'atmosphère, qui pour le moment n'est pas prise en compte. Donc si on commence à compter les externalités, le risque d'accident pour le nucléaire, le fait qu'on a des déchets qu'il faut stocker quelques centaines d'années avant qu'on soit à peu près tranquille, ce n'est pas des centaines de milliers d'années, hein, c'est quelques centaines d'années, puis la radioactivité est revenue à un niveau pas inquiétant, etc. À ce moment, il faut compter les externalités des autres énergies de l'autre côté. Donc le risque de guerre pour l'accès aux ressources, une bonne partie des guerres du XXe siècle ont été fondées sur le fait qu'un pays A voulait accéder aux ressources énergétiques d'un pays B. Ce qui risque de continuer d'ailleurs. Et ce qui va continuer dans un monde qui reste dépendant des énergies fossiles. Pourquoi est-ce que l'Europe a envahi la Libye alors qu'on s'est très bien accommodé de Kadhafi pendant 40 ans? Ça n'a pas fait la manchette des journaux, ça. Ce qui est dans les journaux n'engage que les journaux. Mais c'est évident qu'il y a une affaire énergétique derrière. La production de pétrole de la Libye correspond à peu près à la consommation de pétrole de la France. Donc c'est un enjeu. Pourquoi est-ce que les Américains sont allés en Irak? Non, on connaît à peu près la réponse. Il y a un peu de pétrole dans la zone. Pourquoi est-ce que les Français et les Allemands se sont chicanés pendant des dizaines d'années autour de la Ruhr, de l'Alsace, de la Lorraine, etc. Parce que c'était les gisements de minerais de fer et de charbon. Pourquoi est-ce que Hitler est allé envahir les Russes?
Alors que quand on se dit personne n'a jamais réussi à envahir les Russes. Parce qu'il avait absolument besoin des gisements de pétrole du Caucase, parce que justement, il était à court de production de carburant, etc., etc. Les Américains ont gagné la guerre du Pacifique contre les Japonais en coupant les routes du pétrole. Enfin, je veux dire, les histoires énergétiques ont été au centre de plein de conflits. Donc si on commence à compter les externalités des combustibles fossiles, il faut mettre un paquet de trucs dedans. Hein, alors Jean-Marc Jancovici, il nous reste plus que quelques minutes. Pour se libérer de ces contraintes de l'énergie, du climat, bon, une des conclusions de votre livre, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, il ne suffit pas, il n'y a qu'à telle ou telle énergie. Il y a un problème de solution globale et de modification finalement de la société. Comment vous voyez les choses? Alors, à partir du moment où on accepte l'idée que le premier facteur de production, c'est l'énergie, et que trop d'énergie comporte des inconvénients de moyen terme qui peuvent tuer le système, eh bien, il faut globalement diminuer la consommation d'énergie et faire preuve de discernement dans le choix des énergies. Alors, limiter la consommation est un chantier auquel vous pouvez rattacher à peu près tout dans ce qui fait notre univers économique et social, parce que ça veut dire changer les métiers, ça veut dire changer la structure des villes, ça veut dire changer l'agriculture, ça veut dire changer la spécialisation industrielle. Vous prenez une partie de la destruction des villes. Oui, alors je prône une partie de la destruction des villes en ce sens. Non pas pour faire de la campagne. Hein. Non, non, en ce sens que je pense que c'est le seul moyen d'éviter des prisons à ciel ouvert. Dit autrement, je pense qu'il n'y aura pas dans une société contrainte sur l'énergie de quoi fournir un emploi de bureau à 80% de la population active dans un pays. Or, dans une ville, ni vous faites d'agriculture, ni vous faites du bûcheronnage, ni vous faites de la production minière, ni vous avez des emplois de bureau essentiellement. En ce moment, on est assis dans un bureau. Hein. Donc, dans les villes, il n'y aura pas le bassin d'emploi pour garantir la solvabilité de 80% et le travail pour 80% de la population. Et si on accepte cette conclusion, ça veut dire qu'une partie de l'emploi se trouvera ailleurs, et à ce moment, vous n'avez pas de raison particulière de conserver un patrimoine bâti qui n'a aucune utilité économique. Mais je crois qu'il y a aussi une question de bilan énergétique des immeubles existants. C'est secondaire. Mon problème principal, c'est que la ville est un lieu d'échange. Hein. Historiquement, la ville a été faite pour ça. La ville est bâtie autour de 3 lieux d'échange centraux, la place de marché, l'échange des biens, l'échange des règles de vie en commun, la mairie, l'échange des valeurs morales, l'église. Donc c'est ça que vous retrouvez au centre des concentrations urbaines partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est ça que vous retrouvez. Alors vous insistez aussi sur notre mode de consommation alimentaire. Oui, c'est pareil. Vous avez 1 kilo d'hydrocarbures dans 1 kilo de bœuf, parce qu'il a fallu avoir une agriculture très productive en amont pour nourrir plein de bestioles. Et donc, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture que nous avons bâtie en Europe n'a de sens que comme premier maillon d'un système agro-industriel très dépendant de l'énergie et très dépendant des transports. Un tiers des transports routiers en France est lié à du transport d'aliments ou d'animaux. Donc le système que nous avons bâti sans pétrole partout, il cesse d'être efficace. Donc on va avoir un sujet de déspécialisation des exploitations à mettre en place. Et comme déspécialiser et remettre du travail humain, c'est faire monter les coûts de production, on n'y échappera pas, c'est une autre manière de dire que l'alimentation va voir son prix croître, alors qu'elle avait vu son prix décroître jusqu'à maintenant. Alors, juste pour conclure, parce qu'il ne nous reste que quelques secondes, in fine, finalement, l'économie de marché a du bon, puisque le prix du pétrole, le prix de l'énergie va augmenter, et ça va s'autoréguler. L'humanité va être obligée de faire des choix. Alors, l'humanité prise au sens large, oui. Maintenant, la question est de savoir si, du point de vue des Français et des Européens, on a intérêt à attendre ce genre de régulation de manière spontanée. Parce qu'à partir du moment où le prix des combustibles fossiles que nous n'avons pas en France monte par le biais du marché, c'est un transfert immédiat de rente des Français vers les pays producteurs. Donc nous avons intérêt à anticiper. Donc nous avons intérêt. La fiscalité carbone visait justement à faire l'inverse, c'est-à-dire je capte la rente pour la recycler nationalement avant d'attendre qu'elle s'échappe vers les autres pays qui en feront un peu de sac à main de luxe et un peu d'avions de chasse, mais c'est pas sûr qu'ils nous redonnent tout l'argent. Et en tout cas, s'ils nous le redonnent, il y a un certain décalage. Donc il vaut beaucoup mieux l'avoir chez soi. Il faut juste un chiffre, quand le baril prend 50 $, c'est comme si vous appliquiez aux consommateurs de pétrole français une taxe carbone à 100 € la tonne de CO2. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez tout le bruit qu'il y a eu autour d'une taxe carbone en France qui aurait démarré à 30 € la tonne de CO2 et qui aurait permis de réorienter progressivement l'économie. Et là, on attend tranquillement de se prendre des taxes carbone à 100, 200 € la tonne de CO2 au profit des Russes, des Libyens, des Saoudiens, etc. Donc, établir la taxe carbone au plus vite.
Ça fait partie de la régulation, parce que la régulation passera aussi par un changement du système fiscal. Taxer le travail crée du chômage, et on a déjà trop de chômage chez nous. Taxer l'énergie limite les importations, et on a déjà trop d'importations. Donc c'est évident qu'un basculement de la fiscalité fait partie des choses à faire. Eh bien, Jean-Marc Jancovici, merci beaucoup. Merci.